Avant de commencer, petite précision, cette vidéo devait à l'origine être une critique parfaitement innocente de la série Silo avec un petit chapitre consacré à notre ami le Wookie. Sauf que, comme à chaque fois, je suis parti si loin dans le sujet tellement que les exemples ne se comptent plus que j'ai décidé de retarder la sortie de cette vidéo pour la retaper au montage et me réenregistrer à certains endroits pour faire de ce petit chapitre finalement le sujet principal. Sur ce, j'espère que ça ne vous gênera pas et bon visionnage. Ça vous est déjà arrivé de regarder un film ou une série et de prévoir le comportement de chaque personnage malgré leur complexité? C'est exactement ce qui m'est arrivé sur la série Silo et plein d'autres trucs. Salut à tous, c'est Vince sur Plottime et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la série de science-fiction américaine du nom de Silo, créée par un certain Graham Yost. C'est adapté du premier roman Silo de Hugh Howey, publié en 2012 aux États-Unis. Mais surtout, la série a été diffusée sur Apple TV+, à partir du 5 mai 2023, et je profite de la sortie de la saison 2 pour vous parler un petit peu de tout ça, de cette série fort sympathique, dont Chewbacca m'a particulièrement gâché le visionnage, et pas qu'un peu. Parce que oui, aujourd'hui, nous allons parler du sujet qui fâche. Et d'ailleurs, la preuve de ma bonne foi sur ce sujet, c'est que sur 800 vidéos, c'est la 3e fois que j'utilise le mot-clé wokisme. Et ce, dans le titre et la miniature. Les gens qui pensent que je profite de ce mot-clé pour me faire des vues sont des gens qui ne savent pas ce qu'est le wokisme. Pour eux, le wokisme, c'est LGBT. Voilà, LGBT, féminisme, et j'en passe. Quand tu parles de ça, d'un coup, ça y est, tu parles que ça. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de créer un mot fourre-tout, un gros groupe, plein de problématiques différentes qui sont souvent trop éloignées, que je ne parle que de wokisme. Et tout ce que je dis, ça s'applique également aux gens qui me suivent. Oui, je n'ai pas peur de dire que les gens qui me suivent ne savent eux-mêmes pas ce qu'est le wokisme. Je n'ai pas eu peur de me confronter à mes propres abonnés dans cette vidéo. Mais malheureusement, je crains que ça n'ait pas suffi, donc il va falloir que je remette une petite couche aujourd'hui. J'aimerais que les gens comprennent une bonne fois pour toutes la vraie définition du wokisme, donc on en parlera tout à l'heure. La preuve en est que je me souviens avoir vu un commentaire sur ma première vidéo où je parle de wokisme, un commentaire choqué du fait que je dise que la série Silo est woke. Et ça, c'est simple. C'est parce que, encore une fois, cette personne ne sait pas ce qu'est. Et pourtant, je l'explique dans cette même vidéo. J'explique ce que c'est. Cette personne n'a quand même pas compris. Les gens ont un gros problème d'attention. C'est affligeant. Je m'inclus dedans également. Et en fait, c'est simple. C'est parce que pour eux, pour ces gens, wokisme égale merde. Sauf que non, c'est pas, enfin, c'est comme chou-fleur. Chou-fleur, c'est pas... Je disais chou-fleur, on disait ah, chou-fleur, c'est de la merde. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas le chou-fleur que c'est de la merde. Par contre, si tu cuisines mal ton chou-fleur, ça peut être merdique. Et donc pour moi, c'est pareil avec le wokisme. Par exemple, je n'ai vu personne se plaindre que le film Spider-Verse, en tout cas le second qui est sorti, est turbo woke. C'est vraiment un des films les plus woke que j'ai vu, et pourtant les gens l'adorent. Et on ne pourrait pas me contenter le fait que c'est giga woke. Ça ne fait que mettre en avant la diversité. Les seuls blancs mis en avant, c'est la meuf, ou encore le personnage complètement ridicule et secondaire qui ne veut pas confier sa gosse à Mary Jane parce que sinon ça ferait une femme au foyer. Ça c'est horrible. Donc bref, turbo woke qui pourtant tout le monde s'en fout. Donc voilà, c'est bien la preuve que les gens ne savent pas ce que c'est. Concernant la série Silo, pour moi c'est l'un des exemples parfaits, même s'il y en a des tas, parce que cette série, même si je l'aime beaucoup, c'est la preuve qu'on peut faire une bonne série et faire un truc woke, mais par contre, son schéma, elle possède vraiment le schéma du mauvais wokisme. Et j'aimerais vraiment que beaucoup plus de gens soient conscients de tout ça. Parce que ça ne semble visiblement pas évident pour tout le monde. Et d'ailleurs, pour vous prouver que les gens ont un énorme trou d'attention, je suis prêt à parier que dans les commentaires, les premiers commentaires qui vont tomber, il y aura forcément un, mais vraiment, il y en aura forcément un, qui me dira « Ah bah tiens donc !» Voilà, le Wookie s'attaque à une série que j'aime bien. En pensant que je parle de la saison 2, en mode ça y est, la série est devenue woke à partir de la saison 2. Non, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Là, je vais vraiment parler de la première saison, vous allez voir. Et j'ignore s'ils vont réutiliser ce même schéma pour la saison 2, donc tout ce que je vais dire encore une fois, ça va s'appliquer à la première saison. C'est le Vince du futur qui vous parle depuis le montage de cette vidéo. Comme je vous l'ai expliqué, le tournage de cette vidéo date du mois d'octobre 2024. Et entre temps, j'ai eu la chance qu'on me propose une collaboration avec World of Warships. Il s'agit d'un jeu de tir tactique en équipe avec 3 types d'armement de base, l'artillerie de bord, les torpilles et les gros avions. Et préparez-vous à ne plus avoir faim, car il n'y a pas moins de 800 navires historiques répartis entre 14 différentes nations à votre disposition dans le jeu. Avec ça, 5 classes de navires offrent un gameplay différent, dont les destroyers, les croiseurs, les cuirassés, les porte-avions et aussi les sous-marins. Et tous ces joujoux ne sortent pas de mon cul, car les développeurs ont conçu les navires à partir de vrais documents historiques
issus de la première moitié du XXe siècle. Le visuel, lui, ne cesse de s'améliorer, avec en plus une grande variété de cartes, accompagné d'un système météorologique qui aura un impact sur le jeu. Et qui dit jeu multi, dit jeu avec vos amis, que vous pouvez inviter pour constituer une division invincible, ou même rejoindre un clan et retrouver vos frères d'armes. Oh, c'est beau. Il y a du nouveau contenu tous les mois, sans oublier les collaborations avec d'autres jeux, des groupes musicaux et des animés, des offres spéciales pour les fêtes, de nouvelles missions ou encore des Battle Pass. Vous en aurez jamais fini. Si vous passez par mon lien en description ou en commentaire épinglé, vous profiterez d'un méga pack de démarrage d'une valeur de 25 €. Alors armez-vous parce que ça va péter. Sur ce, contextualisons un petit peu la série Silo pour mieux vous faire comprendre mon propos. Dans un futur où la Terre est devenue inhabitable dû à son air toxique, un peuple a réussi à survivre plusieurs générations dans un géant silo souterrain de 144 étages. Pour leur survie, les habitants doivent se soumettre à de multiples règles très strictes sous prétexte de les protéger. Et attention, car si quelqu'un a le malheur d'enfreindre une loi, il sera immédiatement banni et envoyé à l'extérieur, condamné à une mort certaine. Mais un jour, quelqu'un, pour ne pas dire plusieurs identités, commence à remettre en question toutes ces règles, ce qui se passe en dehors, et c'est à ce moment-là que l'histoire commence. Alors, malgré les dingueries que je vais lâcher tout à l'heure, je le rappelle, pour moi, Silo reste une très bonne série, bien qu'il y ait un problème, et je crois que je ne suis pas le seul à mentionner. Je trouve que le seul épisode époustouflant qui sort de l'eau, c'est bien le premier. Tous les autres restent intrigants, certes, mais sans l'effet wow du pilote, parce que oui, Silo est une série dite à la Lost, qui va nous raconter une histoire basée sur un millefeuille énigmatique. On commence par la couche du bas, pour finalement nous révéler au fur et à mesure le fonctionnement de l'univers morceau par morceau. Et dans ce développement de révélation où les personnages cherchent à comprendre les origines et leur présence dans ce fameux silo mystérieux, se développera différentes relations entre les personnages. Dans l'eau, beaucoup paraîtront étranges, jusqu'à nous laisser suggérer que certains en savent plus que d'autres. À la fin de la première saison, on se dit ok, là c'est sûr que pour le commencement, le démarrage de la prochaine saison, on en saura forcément plus sur le mécanisme de l'univers. Pas du tout. À vrai dire, le premier épisode de la saison 2 m'a paru plutôt vide, assez mou du genou, mais cela n'empêche que je suis toujours intrigué pour la suite. Et avec ça, on a des personnages très complexes, aussi suspicieux qu'intéressants, bien qu'ils apportent leur lot de clichés associés à, vous verrez bien tout à l'heure. Et concernant les acteurs, je n'ai qu'une personne à mentionner, c'est bien Rebecca Ferguson. Voilà, je suis amoureux d'elle, c'est pas la première fois que je le dis. Il me semble qu'elle est également productrice exécutive de la série. Vraiment, mais je l'adore, elle est magnifique. C'est une vraie femme, elle est magnifique. Mais surtout, elle a un jeu authentique, vrai, naturel, que je remarque dans quasiment tous les films où elle joue, même dans les rôles les plus simples. Pour ce qui est du reste, je trouve que la réalisation est très simple et plutôt plate. Silo ne brille pas spécifiquement par son esthétisme ou encore son style, même si, évidemment, un certain soin sera apporté au découpage. Silo brille avant tout pour son écriture. Me concernant, je n'ai pas lu le livre, et j'espère que la série apporte quand même une certaine fidélité. Mais, même si je ne connais pas les livres, je trouve que les épisodes sont parfaitement montés et dosés, c'est ni trop long, ni trop court, une quarantaine de minutes environ par épisode comme le faisait si bien Lost. Le visuel et les décors me paraissent un peu limite, bien que les effets spéciaux vont faire de leur mieux pour renforcer l'immersion. On sent en permanence que les créateurs sont très limités par leur budget et ça se voit surtout lors des scènes d'action. Alors là, et heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ne serait-ce que l'introduction de la saison 2, je trouve que ça fait très vieillot. Mais ça n'empêche qu'ils se débrouillent quand même très bien avec ce qu'ils ont. Pour ça, je vois que ce premier épisode de saison 2 est filmé en cinémascope et j'ai pas le souvenir que c'était comme ça lors de la première saison et j'ignore si ça sera comme ça pour le reste de la série. Et j'avoue que pour l'instant, je ne suis pas hyper fan car la particularité de Silo est de nous présenter un univers bizarre qui ne fonctionne qu'à la verticale. Dans ce format, on a encore plus de mal à respirer avec tout ça. Mais avec ça, heureusement qu'on a toujours cette même petite musique plutôt apaisante et mystique, bien qu'un petit peu trop discrète en termes de thèmes iconiques. J'en profite pour dire que le montage de cette vidéo était tellement long, je rappelle que le tournage date du mois d'octobre 2024, rien que ça, que j'ai eu le temps de voir la saison 2 quasiment dans son entièreté. Et c'est avec tristesse que je vous annonce que je la trouve malheureusement extrêmement décevante. Alors que la fin de la saison 1 faisait grandement avancer l'intrigue, cette suite reste bloquée au statu quo et ne fait que développer de nouveaux personnages secondaires. Pour le reste, il faudra attendre la fin de l'épisode 9 sur 10, ça fait mal, pour voir enfin les choses passer à la vitesse supérieure. Pour ma part, j'ai décidé de ne pas continuer cette série car je n'accroche plus du tout au personnage. Bref, nous pouvons passer à la suite. Bien, nous allons maintenant pouvoir passer au sujet qui fâche, et pourquoi je le prends à part? Eh bien, parce que ça spoil. Si je veux vous parler de wokisme, eh bien, je vais devoir spoiler la série Silo, et vous allez voir que les exemples que je cite sont, selon moi, assez flagrants. Je considère qu'un film ou une série woke de ce type est exactement pareil, avec le même schéma,
ça spoil en fait. Ça spoil pas l'intrigue principale, heureusement. En revanche, ça spoil grandement l'intrigue du développement des personnages. Je sais que je suis pas le seul à en parler, il me semble bien que la plupart des grands youtubeurs anglophones à l'aise sur le sujet n'hésitent pas à en parler. Bref, en gros, là c'est là que j'arrive à la vraie définition sur le mot du wokisme, c'est la mise en avant de tout ce qui n'est pas blanc, hétéro et masculin. Et une fiction woke est une fiction qui va mettre en avant tout ce qui n'est pas blanc, hétéro et masculin. En tout cas, il y aura une hiérarchie. Donc c'est très raciste, évidemment. Selon moi, c'est raciste dans les deux camps, parce que voilà, on hiérarchie les ethnies et on ne devrait pas faire ça. Ne serait-ce que pour une question d'éthique. Dans la série Silo, ce dont j'ai parlé s'applique évidemment aux personnages qui seront le plus mis en avant. Ce que je vais te dire ne s'applique pas aux silhouettes, aux figurants ou encore aux individus qu'on ne voit que quelques minutes. Je parle vraiment des personnages principaux, car n'oubliez pas que la mise en avant d'un personnage est considérée comme un luxe, comme un privilège pour un acteur. Donc voilà, c'est le but de ce wokisme est d'inverser les valeurs du privilège. Et ça n'aura jamais été flagrant dans ce genre de série. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste listé les personnages. Au début de la série, je ne savais pas que c'était comme ça. Donc je prenais la série pour ce qu'elle était et je trouvais que les acteurs étaient vraiment excellents. On a un personnage qui s'appelle Député Marne, je crois, qui est vraiment le blanc gentil. Il est vraiment trop gentil. Et anormalement gentil. Donc quand on a une trop grande mise en avant d'un personnage blanc et hétéro, avec une connotation très positive, parce que là, il n'y a pas plus positif, plus attachant que ce personnage, eh bien on va le faire crever. Et dès le moment où il crève, je me suis dit, ah les salopards, d'accord. C'est à ce moment que j'ai commencé à comprendre où est-ce qu'on cherche à nous emmener. On a aussi un personnage qui s'appelle George Wilkin, qui me paraît plutôt blanc. Alors il a l'air d'avoir des origines un peu étrangères, mais globalement, il m'a l'air blanc. Eh bien ce personnage est mort. Voilà, c'est le fameux personnage mort qu'on ne verra que en flashback. Chose qu'on a d'ailleurs, entre guillemets, retrouvé dans la série Fallout, on en parlera tout à l'heure. Mais si dans ce genre de série, tu es un homme blanc hétéro à connotation trop positive, tu as des risques de soit mourir, soit être déjà mort. Ou alors, tu seras le grand méchant, le traître, le mec bizarre, le mec, vous savez, le mec un peu bizarre qu'on n'a pas envie de parler, un petit peu comme le cousin dans la série Fallout, encore une fois, on en parlera tout à l'heure. Concernant le personnage principal, Juliette, bah elle est blanche, mais c'est une femme, donc ça passe, enfin, elle peut avoir le privilège de rester un personnage positif, contrairement à Bernard Holland. Bon, là, je pense que vous avez compris, c'est un homme blanc, là, c'est vraiment le grand méchant, tout ce qui est plus crasseux. Le moment où il nous lâche le oups à la fin, je me suis dit, non mais les gars, mais le foutage de gueule, mais c'est tellement prévisible. Là on va me dire, oui mais il y a ce personnage qui est méchant, et pourtant qui n'est pas blanc. Lol. Mais c'est pareil, enfin, là je commence à comprendre tout le mécanisme, je me suis dit, oui d'accord, là il est métis, je crois, il n'est pas blanc, mais forcément, il n'est pas vraiment méchant, il est forcé, et oh, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'en effet, il est forcé par le grand méchant d'être comme ça, parce qu'il a de vraies valeurs, il a des valeurs honorables, à l'encontre du Dr Pete Nichols, donc qui est le père de l'héroïne, qui est un personnage horrible. Vous savez, je le range dans la catégorie du blanc repenti. C'est l'ancien salaud de père, l'ancien traître qui s'auto-flagelle. Oh, je suis désolé, il est comme ça. Vraiment, toute la série, elle est comme ça. Je suis désolé. Il est tout le temps désolé d'être ce qu'il est, d'être un blanc. Quel salopard! Et là, alors attention, je m'avance peut-être un peu, mais le personnage de Holson Baker, je trouve l'acteur il est génial. Hein. Vraiment, il est parfait. C'est aussi un des personnages préférés. Et on ne le voit pas beaucoup, donc c'est un personnage qui est considéré comme mort. Mais vu qu'il n'est pas blanc, je n'ai pas vu la suite. Hein. Mais voilà, encore une fois, vu qu'il n'est pas blanc, pour moi, je me dis qu'il est potentiellement pas mort. Peut-être qu'on découvrira une sorte de pirouette scénaristique ou je ne sais quoi, enfin voilà. Je me trompe peut-être, mais encore une fois, ce mécanisme woke à mes yeux est tellement flagrant que voilà, j'arrive à voir les ficelles. Donc ça, c'était globalement pour la série Silo, mais ce que je dis, ça s'applique à plein d'autres séries et de films, mais surtout séries, parce que je sais pas, il y a une DEI beaucoup plus féroce dans les séries, parce que je pense que les gens, les consommateurs ne s'en rendent pas trop compte, alors que c'est beaucoup plus risqué de faire ça pour le grand cinéma, mais vous en faites pas, ça commence à arriver de plus en plus au cinéma, j'ai des exemples. Il y a certains qui me diront, bah, tu préférais peut-être que tout le monde soit noir, comme ça tu serais content, et franchement, grave. Mais grave, ne mettez que des noirs. Parce que, au moins, si tout le monde est noir ou asiatique ou je ne sais quoi, bah, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai beaucoup de plaisir à regarder des films ou des séries sud-coréens, asiatiques, j'en passe, parce qu'au moins on n'a pas ça. L'image est brouillée. Tout le monde est de la même ethnie. Au moins, voilà, là j'y crois, et en plus parce que c'est crédible, parce qu'on est dans un pays où il y a forcément que des Asiatiques. Après, il faut juste que ce soit crédible. Si ça se passe à New York et qu'il n'y a que des Noirs en avant, il y a un problème de crédibilité, parce qu'en effet, à New York, il n'y a pas que des Noirs. Il faut que ce soit crédible et imprévisible. Donc, je vous cite quelques autres exemples, pas forcément des films ou des séries qui sont sortis cette année, mais ceux qui m'ont plus marqué, je crois qu'il y a un an, c'était la série Gen V, où pareil, dès le premier épisode, les hommes blancs, hétéros, tu sais très bien qu'ils vont... Enfin,
quand tu les vois clamser, tu dis qu'il y a plus de doute maintenant. Enfin, les pistes sont brouillées, tu sais très bien, tu sais à l'avance que les quelques hommes blancs hétéros restants seront rangés du côté des méchants, et qu'est-ce qu'on voit? C'est exactement ce qui se passe. Je me suis fait spoiler la fin à cause de ça. La série The Last of Us, c'est terrible parce que le jeu vidéo n'est pas du tout comme ça. Là, il y a une volonté de forcer le trait avec cette série en changeant les ethnicités des personnages, de certains personnages, en tout cas ceux qui sont de côté des gentils, alors que, évidemment, les méchants restent bien blancs, hein. Et le troll, la petite provocation, c'était vraiment le fait d'avoir fait en sorte que les Miller, donc Joel et son frère, soient devenus latinos, alors que, enfin, par exemple, Pedro Pascal, bah, globalement, il ressemble un peu à un blanc, donc tu peux pas vraiment t'en douter. Mais le fait d'avoir choisi comme frère un acteur qui ressemble vraiment à un latino très marqué, c'est de la putain de provocation. Donc il y a vraiment, pour moi cette série dégage une énergie noire. Vous savez, la fameuse énergie noire dont je parle dans le film Gladiator 2, je crois qu'il y avait ça aussi dans Star Wars 8. Il faut vraiment que je fasse une liste de films où je ressens une sorte d'énergie noire, malsaine. Je sais pas, c'est des trucs bizarres comme ça, tu sens que c'est limite satanique. Le film The Batman, eh bien c'est pareil, c'est-à-dire que tu ne verras quasiment, voire pas du tout, de personnes colorées du côté des méchants, et les personnages blancs du côté des gentils, donc on a le Batman et le Alfred, sont rangés dans la catégorie des blancs repentis. Je suis une merde, je suis désolé comme ça. Vous savez, c'est un petit peu comme le Yann Glenn de la série Cello. Il s'autoflagelle, je suis désolé, c'est relou. J'ai noté aussi tous les Star Wars depuis le rachat de Disney. Voilà, je n'avais pas remarqué, mais en fait, pas tous évidemment, pas 100%, mais une bonne partie. Sauf que là, c'est différent parce après la postlogie, je crois qu'on a mis que des personnages féminins en avant. Enfin, après Mandalorian, et vous regardez les dernières productions Star Wars de Disney+, il n'y a que des personnages féminins mis en avant. Mais oui, enfin, c'est vrai que vous regardez Star Wars épisode 7, c'est ça en fait. C'est-à-dire que les seuls blancs hétéros que vous verrez à l'écran sont ceux qui meurent, et c'est d'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'on a fait tuer Harrison Ford, pas Harrison Ford, mais Han Solo. C'est aussi pour ça qu'on a fait tuer Luke. Et à partir du 9, en fait, ça a tellement été le bordel que le rafistolage a fait que ça a brouillé un peu les pistes. Mais avec plus d'organisation, je suis sûr qu'ils auraient pu continuer leur cahier des charges jusqu'au bout. Et là, j'ai juste noté une liste d'exemples des films juste cette année. Voilà, des films qui sont sortis cette année qui épouse ce même format. On a Civil War. Là, on me dira, mais ce personnage, il est pas blanc. Non, le personnage qui est aux côtés des héros est en fait un latino. Voilà, ça c'est le truc un peu pervers. Parce qu'ils ne veulent, en fait, ce qu'ils veulent, c'est mettre des étrangers, enfin des gens qui ont des origines étrangères, pour remplacer, enfin, si vraiment on veut mettre un homme blanc hétéro, on va mettre des personnages qui sont semblables à ça, mais avec des origines étrangères. Mais le film Civil War épouse à 100% ce format, et pourtant, il me semblait que c'était un truc indépendant, donc c'est un peu bizarre. Rebel Moon, une horreur, c'est une horreur, j'ai revu les versions longues, c'est une horreur, vraiment, enfin, je parle pas juste du wokisme, hein, je parle vraiment du film en lui-même, c'est horrible, c'est chiant, et on en reparlera en profondeur début 2025, parce que je crois que ce film va tomber dans mon classement des pires films. Je vais vraiment inclure tout Rebel Moon, partie 1 et 2, version longue et j'en passe, il va prendre cher. Le film Atlas qui est sorti sur Netflix, c'est ça à 100%, voilà, c'est ça à 100%, les personnages les plus mis en avant sont soit des personnages féminins, soit des hommes de couleur, enfin des non-blancs. Le film Borderlands, c'est comme ça aussi, et Dieu merci, ça a bidé. Bon, petite parenthèse, mais les jeux Borderlands sont aussi comme ça, hein. Les jeux Borderlands étaient déjà très woke pour l'époque. Mais à l'époque, ce n'était pas systématique, donc on s'en fichait. Et j'ai noté aussi Alan Romulus parmi les mâles blancs qui sont mis en avant, comme par hasard, c'est le connard raciste anti-androïde. La subtilité est de mise. Et ce n'est pas fini, là j'ai juste cité les films, nous avons ensuite les séries. Encore une fois, les séries c'est beaucoup plus présent, comme par exemple la saison 2 d'Halo. J'avais espoir que ça change, parce que la saison 1 c'était ça à gogo. La saison 2 c'est ça, enfin à part le personnage principal, tous les autres personnages blancs hétéros qui seront trop mis en avant seront soit des traîtres, des mecs qui meurent, des mecs bizarres, des traîtres, des lâches, ou des mecs qui veulent se repentir. Je suis désolé, est-ce que je suis là? On a le problème à 3 corps, donc voilà, vraiment c'est tellement flagrant. Donc je peux pas vous en dire plus parce que forcément ça va vous spoiler, mais le simple fait de savoir que c'est woke, ça vous spoil d'avance. Et j'ajoute que pour cette série, tout comme Silo, ça ne spoil pas l'intrigue, juste le développement des personnages qui devient très prévisible. Il y a évidemment la série Fallout, et c'est bien la preuve que je peux apprécier une série en mettant ça de côté, en mettant mon ego, si vous voulez, de côté, parce que j'en ai quasiment pas parlé, voire même pas du tout, je crois, hein, dans ma vidéo. Mais dans Fallout, les personnages blancs qui sont le plus mis en avant sont soit des traîtres, des mecs bizarres, le cousin, le mec petit, le lutin, je suis désolé, enfin, il est en avant parce qu'il est petit, c'est pour ça qu'il en met en avant. Ou encore, les mecs qui meurent, mais voilà, on a le fameux salaud de père, on y revient dans un instant. On peut aussi parler du personnage trans, et ça c'est vraiment
une giga provocation parce que pour moi je trouve j'ai vraiment aucun problème avec ça. Je trouve qu'un acteur peut tout jouer, un acteur peut tout faire. Tu prends le film Cloud Atlas des Wachowski, tu vois les acteurs changent de sexe, ils changent d'ethnie, avec du maquillage, tout ça. J'estime qu'on peut vraiment tout faire. Un acteur peut tout faire. J'ai aucun problème avec ça. Mais c'est pour ça que dans voir un personnage, un acteur trans jouer un rôle, je n'ai vraiment aucun problème avec ça. Pour moi, c'est ça. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Et dans la série One Piece de Netflix, il n'y a pas du tout ça. On a un personnage trans qui joue un personnage qui était vraiment fait pour lui. Et c'est nickel, ça passe comme du beurre. Là, les pistes sont brouillées malgré la grande diversité qui est mise en avant. Les pistes sont complètement brouillées. Il n'y a pas de méchants blancs, traîtres, bizarres, tout ça. Non. Les personnages sont vraiment... c'est une vraie diversité. Mais dans la série Fallout, il y a une volonté de provoquer en mettant un personnage trans jouer... Parce qu'en fait, il y a vraiment... On le met dans le village, dans le camp des militaires avec que des hommes. Et le fait de mettre un personnage trans ici, c'est vraiment là pour vous provoquer, pour faire « Eh, t'as vu, c'est un homme !» Alors que tu vois que physiquement, jadis, c'était pas vraiment un homme. Enfin voilà, je sais que c'est un sujet sensible, de toute façon, tout est sensible. J'ai étudié l'anatomie, je sais à quoi ressemble une femme, ne serait-ce que le regard, la mâchoire. Les femmes ont un front plus poussé, plus carré, les hommes ont un front plus rond, et surtout son implantation capillaire. Les hommes n'ont pas d'implantation capillaire comme ça. Donc le fait de mettre un personnage trans pile poil ici, c'était vraiment là pour provoquer, pour faire « Eh, t'as vu ? On a fait ça !» Mais ça n'empêche que la série est très bonne. Je me permets de rajouter quelque chose au montage de cette vidéo par rapport à la série Fallout. Le seul personnage masculin hétéro blanc qui porte des valeurs saines mises en avant est en fait la Ghoul. Le choix n'est pas anodin puisque ça a permis à la DEI de cacher son visage et de limiter, une fois encore, la présence d'hommes blancs hétéros à l'écran. Et quelque chose me dit que la DEI, tout comme la série Halo avec son personnage principal qui ne porte finalement pas son casque, n'avait pas du tout prévu que la Ghoul ait autant de présence en flashback avec le visage normal de Walton Goggins sans maquillage, qui au passage porte la série selon moi. Petite parenthèse, mais j'ai connu Walton Goggins dans son interprétation de Vénus dans Sons of Anarchy, qui est un personnage trans, la preuve encore une fois qu'un acteur peut tout faire, en tout cas quand il est bien choisi. J'ai noté aussi Star Wars The Acolyte, un classique, ou encore Agatha All Along. Bon, là c'est quelques exemples de séries, mais voilà, là je vous prouve que ce n'est pas dans tous les films et séries. Par contre, je vous prouve également que c'est systématique, c'est plutôt régulier. C'est quand même un code qui est quand même bien ancré. Ne pas voir ça, c'est être hypocrite. Voilà. On peut être pour ça après. Voilà, on peut accepter que c'est comme ça et être pour ça. On peut se dire ouais, moi j'adore que c'est comme ça. Voilà. Moi je suis contre. Pour moi le meilleur exemple encore est la série One Piece. One Piece a fait du très bon travail sur ça et personne n'a rien marqué. Donc j'aimerais bien qu'on arrête de faire ça parce que visiblement ça ne dérange personne quand on le fait pas. Et en bonus, j'ai noté également la liste des salauds de pairs. Je crois qu'en 2024 on a battu des records. J'ai noté, il y a vraiment 5 séries. Voilà, 5 séries où on met des salauds de pairs. Il y a une volonté de s'attaquer aux pairs, et d'ailleurs, à chaque fois, c'est pas une coïncidence, hein, à chaque fois, ce sont des salauds de pairs qui s'attaquent à leur propre fille. Voilà. Jamais à... Ah non, merde, j'ai un exemple où c'est l'inverse. My bad. Mais la plupart du temps, ce sont des papas qui s'en prennent à leur fille. Donc il y a vraiment une hystérie féminine dans ce quota, dans cette volonté d'appuyer sur ce codebook. Et bon bref, j'ai noté, il y a la saison 3 de la série Vikings Valhalla. Une horreur, j'ai fait une vidéo dessus, hein, la série, c'est vraiment de la merde. Mais voilà, il y a le salaud de père qui s'en prend à sa fille. Ne me provoque pas, ma fille. C'est moi le chef ici, pas toi. Tu n'es pas mon chef. Tu n'es qu'un vieil homme terrifié par son avenir. Il y a la série Tomb Raider, pareil, le salaud de père. Bon, pas Lara Croft, hein, il y a des gens qui n'ont pas compris, je parle pas de Lara Croft, je parle d'un autre personnage, mais voilà, le fameux salaud de père. Mon père pouvait vraiment être un enfoiré parfois. Salaud! La série Fallout aussi, donc et d'ailleurs, ça m'a énervé parce que on voit que ça les faisait chier que le personnage, que la méchante soit une femme non blanche. Ah ça les faisait chier, hein. Donc non, voilà, il fallait faire en sorte que le vrai méchant soit le salaud de père blanc qui s'en prend à sa fille. Voilà, c'est relou. Je pourrais alimenter mon propos en disant que dès le moment où j'ai vu le beau gosse blanc dans l'introduction de la série, j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'un méchant. Et en partant de ça, je savais que le père orchestrait quelque chose de maléfique, que le scientifique allait crever tôt, que le cousin bizarre allait le rester jusqu'à la fin, et que l'acteur de petite taille allait faire avancer l'histoire. Voilà.
Merci pour le spoil, connard. On notera que le salopard blanc à moustache, une fois sa rédemption trouvée, se transformera en ghoul pour la saison 2, ce qui signifie qu'on ne verra plus son visage. En tout cas, s'il suit fidèlement la transformation d'une ghoul. Et je rappelle à tous les gens qui continuent de dire que le quota n'existe pas, qui sont ouvertement des menteurs et des hypocrites, que tout ça n'a absolument rien d'une interprétation, car les studios utilisent un vrai logiciel qui s'appelle Final Draft, qui propose un onglet inclusion pour calculer la présence des ethnies à l'écran. Tout ceci est vérifiable, j'en parle en profondeur dans cette vidéo. Pour en revenir à nos moutons sur les salauds de pères, la série Monstre, l'histoire de Lil et Eric Menendez, elle aussi parle du salaud de père, avec la mère sous son emprise, même si, attention, tout comme la série The Penguin, ça apporte vraiment quelque chose à la thématique, donc pour le coup, ça ne me dérange pas. Donc pour conclure, j'aimerais ajouter cette fois-ci pas une série, mais bien un film, Wicked, que j'ai vu récemment, avec la sorcière verte, qui est plus ou moins ce qu'elle est à cause de son salaud de père, ou encore le magicien d'Oz qui se qualifie comme le père de tous, qui incarne plus ou moins le salaud. Mais chose à part, je pourrais réutiliser ce film comme exemple du fait qu'il soit composé de beaucoup d'inclusion, mais sans reproduire le schéma de wokisme dont je vous ai parlé durant toutes ces vidéos. Et pour le coup, ça reste une utilisation beaucoup plus saine de cette fameuse inclusion, et c'est pour ça que j'insiste avec le fait qu'il faut faire la différence entre le wokisme et l'inclusion, en rappelant par exemple que le film de 2013 aussi avait beaucoup d'inclusion. Je pourrais également citer la série Arcane, qui propose une grande inclusion dans sa diversité de personnages, mais sans pour autant faire du wokisme avec exactement le schéma dont je vous ai parlé durant ma vidéo. Ce qui fait que la série Arcane est complètement imprévisible sur l'évolution des personnages, et c'est assez génial. Et en partant de ça, tu peux t'amuser à mettre un petit peu ce que tu veux en avant. Tu peux mettre de la diversité ethnique, tu peux mettre des homosexuels et j'en passe. On a Knuckles, qui là par contre c'est pas la fille, c'est un garçon. Knuckles qui est une série mais pourrie de chez pourri. Une série qui ne parle pas de Knuckles. C'est incroyable. Ça c'est dans ma liste, dans ma liste des pires films, des flops là, pardon, des séries. Et il y a également la série The Penguin, même si attention, The Penguin est un excellent cru. Là, en plus, ils ont été baisés parce que forcément, les personnages principaux qui sont mis en avant dans cette série ne sont que des crapules, des ordures. Donc là, ils se sont dit, ah merde, on fait quoi? Du coup, on met un peu de diversité dans les méchants, ça veut dire que des méchants peuvent ne pas être blancs. Du coup, voilà, ils ont été un peu baisés, on sent. Et ça explique selon moi pourquoi il y a autant de blancs dans cette série, parce que ce sont des méchants. Et en plus, parce que c'est canon au film The Batman, qui lui est très woke. Et donc, on a le fameux salaud de père, mais par contre, ce que j'ai adoré, c'est que pour une fois, merci du merci, pour une fois, ça sert de propos. En fait, la série dénonce au contraire l'absence des pères. Qu'est-ce qui se passe quand un père s'absente, quand un père abandonne son enfant? Eh bien, ça donne ça. Ça donne des gens paumés, des crapules, qui deal, qui droguent. Enfin, c'est hyper bien fait. Cette série est hyper bien écrite. La morale, enfin, vraiment, ça fait réfléchir. La fin est troublante. Bon, on en parlera plus tard, parce que c'est vraiment The Penguin, mais foncez dessus. Même si vous n'avez pas vu The Batman, si vous n'aimez pas Batman tout court, foncez sur The Penguin, c'est une très bonne série. Avant d'en finir avec le chapitre sur les méchants papas, j'ai oublié de parler du film évidemment Borderlands que j'avais déjà critiqué en été et qui coche, selon moi, quasiment 100% des cases du test de Chewbacca. Régalez-vous bien! C'est à nouveau le Vince du futur qui, depuis le montage, a eu le temps de finir la première saison de Star Wars Skeleton Crew. Et je voulais simplement vous prouver, rien qu'avec cette série, que tout ce que je vous expliquais depuis le début parvient réellement à nous spoiler. Et que tout ceci n'a rien d'une paranoïa ou d'une panique morale, comme le dit si bien notre ami la brosse à dents. Voici les acteurs principaux de cette série parmi les enfants. Comme vous pouvez le voir, on a 2 garçons et 2 filles, de façon à créer une parité parfaite entre les garçons et les filles. On a donc une fille blanche et une non blanche, un garçon blanc et un non blanc. Et afin d'éviter la mise en avant d'un protagoniste masculin blanc avec des valeurs saines, les créateurs ont décidé de cacher le visage du garçon blanc. Et ce en lui faisant jouer le rôle de l'alien. Ça vous paraissait bizarre qu'un personnage aussi moche soit mis en avant? Eh bien c'est pour ça. Habituellement, le wokisme s'applique aux hommes plutôt mûrs d'un âge de 30 à 50 ans, voire plus, mais le Star Wars de Disney applique également ça aux enfants. Donc le garçon non blanc humain restant, lui, forcément est métis. Et devinez qui est le blanc parmi ses parents. Un de ses parents est blanc pour qu'il soit métis forcément, et qui est la personne blanche parmi ses parents? Si vous avez bien retenu ma leçon, si vous avez bien suivi ces vidéos, évidemment c'est la mère. Et ça permet de cacher la présence d'un protagoniste blanc, hétéro et masculin, avec de belles valeurs paternelles à l'écran. Donc avec ça on fait une pierre deux coups. En partant de ce constat, sur les 2 premiers épisodes sortis le 3 décembre, j'ai analysé dans ma vidéo sortie le jour même que parmi les protagonistes restants, j'en ai déduit que le seul homme blanc mis en avant restant
lors de ses 2 premiers épisodes, qui est donc incarné par Jude Law, bien qu'il soit présenté de façon positive au début, ne pouvait qu'incarner un personnage mauvais dû à sa trop grande mise en avant. Et en voici la preuve avec cet extrait. Ceci dit, l'arrivée de Jude Law s'est beaucoup fait attendre, donc peut-être qu'ils ont réellement un truc à proposer derrière ça, quelque chose, je l'espère, de plus profond. Donc en partant de ça, avec le setup qu'on a eu jusqu'au début, je suppose que ce personnage sera un traître, un méchant ou n'importe quoi de douteux et négatif, puisque jusqu'ici, il est le seul à incarner un... Mais je me trompe peut-être. Vous avez menti, c'est terminé, car maintenant, les vrais gentils arrivent. Les gentils, arrête, personne ne viendra te sauver, mon gars. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Je rappelle que cet extrait est sorti le jour de la diffusion des 2 premiers épisodes, donc je n'ai pas pu voir la suite. Aujourd'hui, la saison s'est terminée, je l'ai vu dans son entièreté et il s'avère que, en effet, j'ai eu raison. Ce personnage s'est dévoilé comme l'antagoniste de l'histoire, alors que la série essayait de le cacher au début pour ne pas spoiler. Donc jusqu'ici, avec toutes les preuves que j'ai apportées, que les gens qui pensent que je suis encore parano et que j'en fais des caisses, ils m'expliquent comment j'ai fait pour deviner ça, alors que la suite n'était pas sortie. Il y a un autre blanc présent dans cette saison, qui est donc incarné par Matthew Kassovitz, ça c'est le grand what the fuck, mais qui lui est un personnage très secondaire qu'on ne voit que l'espace d'un épisode et qui est neutre, donc ni bon ni mauvais. Donc ce n'est pas un personnage mis en avant comme je l'expliquais au début de la vidéo. Donc voilà, encore une fois, merci pour le spoil. Connard. En tout cas, concernant Silo, je regarderai quand même cette série, enfin la saison 2 avec plaisir. Mais merde quoi, c'est chiant quoi. Ça commence vraiment à me faire chier. Enfin, pour moi, le quota, on peut mettre du quota sans faire chier comme ça. Genre, je vous citais One Piece, j'ai vu aussi une série excellente qui s'appelle Dark Matter, je crois. Il y a pas ça quoi. Et pourtant, il y a du quota. Quand tu n'as pas ça, tu brouilles les pistes et forcément, ça ne nous spoil pas. Après, je tiens à préciser que chaque époque a ses pratiques de merde dans la pop culture. Là, j'avoue que ça commence à faire longtemps, ça fait plus de 5 ans, 5-6 ans qu'on voit ce format, ce schéma woke dans la pop culture. Mais avant, on avait d'autres trucs chiants. On avait beaucoup de trucs misogynes, voire même racistes, parce que le code que je vous expliquais, anti-blanc si vous voulez, il y avait la même chose pour les Renois. Hein. Enfin, ne soyons pas dupes. Il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Family Man avec Nicolas Cage, un film du début des années 2000 je crois. Vraiment, ce film est hyper touchant. Mais quand tu regardes de près, tu te rends compte qu'il n'y a que des blancs dans le casting et le seul qui est noir est présenté comme un bandit. Alors certes, c'est un personnage un petit peu fantastique, mais il est vu comme un personnage à connotation très négative. Et c'était ça très souvent. Avant, c'était vraiment ça très souvent, plus qu'on ne le pense. Il y avait une très pauvre mise en avant de femmes noires. Et je sais pas, tu prends Predator, le personnage noir c'est le traître, tu prends Star Wars, le personnage noir c'est le traître, tu prends Total Recall, le personnage noir c'est le traître. Donc ne soyons pas dupes, autrefois c'était toujours comme ça, mais ce n'est pas une raison pour inverser la machine. Là j'aimerais bien qu'on casse tout, qu'on casse les codes et qu'on fasse des trucs normaux. Donc voilà, chaque époque a eu ses pratiques de merde dans la pop culture. On pourrait même penser par exemple, un exemple tout con, mais les mannequins de 30 ans qui jouaient des adolescents de 15 ans dans les séries, vous savez, un petit peu comme Smallville, c'était un peu nul. Bon, Smallville, j'ai de la nostalgie pour ça, mais franchement, objectivement, c'était pas bien, c'était pas fidèle. Puis les acteurs, what the fuck, enfin, ils étaient tous beaux gosses, ils avaient 30 balais, ils jouaient des adolescents de 15 ans, enfin c'était, bon pas 15 ans, j'exagère, mais des jeunes adultes. En tout cas voilà, si vous n'êtes pas les seuls à avoir remarqué ça, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. J'espère vous avoir bien fait comprendre ce qu'est selon moi le vrai wokisme. Ce n'est pas juste un quota, c'est pas juste quelque chose de mauvais. Quand c'est mauvais, ça n'a rien à voir avec le wokisme. Donc arrêtez de dire « Ah, c'est nul, c'est woke ». Non, ça n'a rien à voir. C'est juste une pratique qui peut s'appliquer dans des contextes faits pour. Parce que j'avais cité, je crois, Black Panther. Ah, forcément, ça se passe en Afrique. Forcément qu'on va mettre en avant principalement des Renois. Mais il y a des moments où le contexte n'est pas du tout approprié. Je précise aussi, ne vous interdisez pas de regarder Silo. Ça reste une très bonne série. Et d'ailleurs, la saison 2 changera peut-être la donne. Ce qui a été le cas de Invincible. Invincible, au début de la saison 2, pareil, le schéma continuait, mais vers la fin, ça y est, ils ont commencé un petit peu à lâcher les hommes blancs hétéros, à les déconariser, mais parce que je me rends compte que j'ai oublié de citer Invincible. Bref, encore une fois, n'oubliez pas que sur ce genre de sujet, je la parle plus libérée sur mon Patreon, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et pour les autres, n'oubliez pas que vous pouvez tout simplement vous abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis alors ciao, et à la prochaine.